Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 1,220 milliard de berries. Wouah, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Aujourd'hui, après qu'on me l'ait demandé tant de fois, franchement on me l'a demandé au moins 3 fois, je vais vous raconter des mini-aventures dans One Piece. Ces histoires qui ne sont racontées que sur les pages de couverture et qui nous en apprennent plus sur plusieurs personnages. Donc si tu suis que l'animé, tu connais pas ces histoires. Et si tu suis le manga, c'est possible que tu sois passé à côté de ces histoires tout simplement parce que tu fais pas attention. Donc je vais raconter tout ça. J'ai déjà sorti une vidéo sur ce que sont devenus certains personnages et donc leur nouvelle vie entre guillemets qui sont dessinées sur les pages de couverture. Mais c'était montré que sur une seule page, qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Là je vais vous parler des histoires qui ont duré plusieurs chapitres. Je ferai 2 épisodes car il y a beaucoup d'histoires à raconter. Et du coup, si ça vous plaît et que vous voulez un autre épisode, n'oubliez pas le pouce bleu. Objectif 200 millions. Abonnez-vous pour augmenter ma prime et pour ne pas manquer votre dose de contenu original sur One Piece chaque semaine. Et sans plus attendre, on peut commencer. Pour celle-là, elle a été adaptée en animé, donc vous l'avez peut-être déjà vue. Je trouve ça dommage en vrai qu'ils continuent pas d'adapter des mini-aventures en épisodes. La première aventure concerne Buggy. Après avoir été battu par Luffy, il s'est lancé dans une quête pour retrouver ses amis et retrouver les parties de son corps. Car on le rappelle, il n'a que sa tête, ses bras et ses pieds. Il est confronté à diverses aventures pendant que son équipage essaie de fuir Orange Town, pourchassé par Chouchou et par les habitants du village. Buggy est affamé, il veut s'attaquer à un poussin dans le but de le manger. Mais malheureusement pour lui, la mère du poussin intervient, un immense oiseau armé de grands couteaux. La mère réussit à attraper Buggy et s'apprête à le manger, mais il a un mauvais goût donc elle le recrache très loin, tellement loin qu'il est expédié sur l'île de Gaimon. Évidemment, Gaimon est là pour défendre sa forêt et tire sur Buggy, mais vous le savez, Gaimon c'est quelqu'un de bien, et les deux finissent par se lier d'amitié. Ils savourent un festin ensemble en compagnie des animaux. Mais le lendemain, il est temps pour Buggy de repartir, qui je le rappelle doit retrouver ses compagnons. Il part sur son radeau et se fait attraper par un crabe qui détruit entièrement son radeau. Heureusement pour lui, un navire est dans le coin, et quelqu'un est là pour le sauver. Il s'agit de la pirate Alvida. Du côté de l'équipage de Buggy, ils se concertent pour déterminer qui sera le futur capitaine de l'équipage, pensant malheureusement que Buggy est décédé. Cabaji et Morgue se battent. Le combat dure une journée entière. À côté, Richie, le lion de Morgue, est en train de dormir paisiblement. Il rêve qu'il est capitaine d'un équipage et qu'il se bat contre un monstre marin. Étant complètement pris dans son rêve, il confond Morgue et Cabaji avec le monstre marin et les attaque. Il les bat et c'est ainsi que Richie devint le capitaine de l'équipage. Malheureusement, il n'était pas seul sur l'île sur laquelle il se trouvait. Une tribu habitant sur cette île décide de les attaquer. Ils se font tous battre, Richie y compris, et s'apprête à se faire bouillir dans une marmite. Buggy, lui, de son côté, est fou de joie. Il accoste enfin sur une île avec Alvida. Il décide de s'y aventurer et croise Morgue et Cabaji, inconscients par terre, après s'être fait battre par Richie. Et soudain, des membres de la tribu virent les morceaux du corps de Buggy. Ces derniers ont frappé violemment la tribu. Les hommes de Richie se relèvent et sont éblouis par les silhouettes de Buggy, Alvida, Morgue et Cabaji. C'est ainsi que l'équipage de Buggy le clown a été reformé. Après avoir été battu par les Mugiwara à Enies Lobby, le CP9 est en difficulté à cause du Buster Call. Enies Lobby n'est qu'un amas de ruines, mais les agents du CP9 sont bien vivants, et c'est grâce à Blueno et son pouvoir des portes qui leur a permis de se réfugier dans une autre dimension. Mais il faut maintenant soigner Rob Lucci. Pendant ce temps, le gouvernement mondial lance des hommes à leur poursuite, dans le but de leur faire porter le chapeau du fiasco d'Enies Lobby. Ils arrivent dans une ville appelée Saint-Poplar, mais n'ont pas de quoi payer un médecin. C'est ainsi que Kumadori, Jabura et Blueno font des spectacles de rue. Kaku, lui, se transforme carrément en toboggan pour les enfants, et Khalifa utilise son pouvoir pour nettoyer la ville. Plutôt efficace à vrai dire. Il gagne donc de l'argent pour payer un médecin et sauver Lucci. Pendant que ce dernier est à l'hôpital, Khalifa et Kumadori achètent des vêtements et de la nourriture. Les autres, eux, attendent à la terrasse d'un café. Lucci finit par reprendre connaissance et sort de l'hôpital. Pour fêter cela, ils vont faire une partie de bowling. Mais soudain, en plein milieu de la partie, des hommes blessés entrent dans la salle. La ville est menacée par une bande de criminels, l'équipage des Candies. Bien que toujours en phase de convalescence,
Lucci bat le capitaine d'un seul coup de pied. Les autres membres du CP0 attaquent les autres pirates et les battent sans problème. Mais Lucci fait preuve d'une justice trop excessive en martyrisant son adversaire. Tout ce grabuge provoqué incite le CP9 à quitter la ville, après avoir été remerciés d'avoir sauvé les habitants. Ils s'en vont grâce au navire qu'ils ont volé aux pirates qu'ils viennent de battre, et se rendent sur Guanao, une île où ils s'entraînaient par le passé, et où la jeune génération s'entraîne toujours. Cependant, le gouvernement mondial a envoyé des hommes pour les capturer, menés par Very Good. Les membres du CP9 se retrouvent contraints de se battre face aux soldats du gouvernement. Plus tard, Spandam reçoit un appel de Lucci, qui lui dit qu'ils le retrouveront. Ce dernier, évidemment effrayé, complote avec son père pour éliminer les membres du CP9. Après avoir battu les hommes de Very Good, ils volent leur bateau de la marine et reprennent la mer. C'est ainsi que le CP9 a survécu après les événements d'Enies Lobby. Après la défaite à Syrup Island, il Natal d'Usopp, qui est devenu Django. Il se réveille, sonné, il se dirige vers le rivage pour retrouver son bateau et son équipage, mais se retrouve seul. Ses compagnons l'ont abandonné. Il se rend donc dans un restaurant pour manger, mais il est directement reconnu par Oignon. Ce dernier appelle ses amis en vitesse et pourchasse Django, qui n'a d'autre choix que de fuir. Il embarque sur un petit navire de pêche et prend le large en vitesse. En faisant une petite sieste sur son navire, il passe à côté de la barque de Morgan, qui lui aussi s'était échappé dans une mini-aventure que je raconterai dans le prochain épisode. Plus tard, en se baladant, il croise un membre de la marine qui est à la recherche de Django, en montrant un avis de recherche. Pris de panique, il décide de s'en aller. Après sa fuite, il se pose calmement et enlève ses lunettes. Et là, on découvre que ses yeux sont la copie conforme de ses lunettes. Il a des yeux en forme de cœur. Se plaisant bien dans cette ville, il décide de participer à un concours de danse. Vraiment doué, il arrive en finale. Et nous découvrons son adversaire qui n'est autre que Full Body, le marine qui a été humilié par Sanji lors de l'arc Baratier. Django et Full Body donnent tout ce qu'ils ont, et Django finit par remporter le concours. Une victoire vraiment méritée. Les deux rivaux du concours de danse s'entendent plutôt bien. Ils sympathisent dans une ambiance festive, mais c'est alors que Django apprend que Full Body est un soldat de la marine, et qui plus est à la recherche de Django. Pas le temps de discuter, des pirates arrivent sur l'île avec de mauvaises intentions. Occasion parfaite pour Django qui peut s'enfuir. Full Body, lui, de son côté, bat très facilement les pirates. Mais le capitaine de cet équipage arrive à le battre. Django ne peut pas laisser faire ça et fuir lâchement. Par amitié, il revient en abattant un pirate sur son chemin. Full Body a le temps de se relever, il remercie silencieusement son ami, et les deux camarades combattent dos à dos. Ils réussissent à vaincre les pirates, mais malheureusement, Full Body est obligé de passer les menottes à Django, car ce dernier est jugé pour piraterie. Mais Full Body n'a pas dit son dernier mot. Il interrompt le jugement en dansant en musique avec ses hommes. Le jury se laisse emporter par cette musique, et Full Body et Django se jettent dans les bras, fêtant leur amitié. Malheureusement, cet acte est considéré comme de la trahison, coûtant une rétrogradation du poste de Full Body. Django s'en va et veut serrer la main de son ami une dernière fois, mais ce dernier refuse car un pirate et un marine ne peuvent être amis. Et soudain, il croise Ina et c'est le coup de foudre absolu pour nos deux camarades. C'est ainsi que Django a décidé de rejoindre l'unité d'Ina et par conséquent de devenir marine, laissant la possibilité à Full Body et Django de rester amis. Après avoir été battu par Chopper, Gedatsu, anciennement prélat d'Ener, traverse les nuages et tombe du ciel. Il s'écrase sur une île pleine de trous et se retrouve la tête enfoncée dans le sol. Cette île où il atterrit s'appelle Ukari Hot Spring Island. Il fait la connaissance de Goro, l'homme qui a creusé les trous. On comprend qu'il creuse tous ces trous dans le but de transformer l'île en grande station thermale. Gedatsu se propose pour en devenir le gardien. Il aide alors Goro à creuser. En creusant, il tombe sur quelque chose de plutôt dur avec sa pioche, qui se révèle en fait être le boss des tunnels, une taupe géante. Gedatsu met le boss des tunnels KO grâce à un jet punch. Il en fait ensuite son subordonné. Le boss des tunnels emmène alors Gedatsu et Goro vers la source thermale en creusant. Ils finissent par la trouver et l'eau jaillit par l'un des trous. Un grand babouin, appelé boss de la forêt, entend le bruit de l'eau qui jaillit. Il arrive en portant du bois, et Gedatsu le met KO également. Il devient donc son subordonné et travaille à la surface. Pendant que le boss des tunnels continue de creuser, au bout du tunnel, il trouve une oasis dans le désert, qui n'est autre que le village natal de Goro. Il y retrouve Koza, ami de Vivi que l'on a vu dans l'arc Alabasta, et on découvre que Koza, c'est le neveu de Goro, et que Toto, le père de Koza, est donc son frère.
Ces derniers viennent alors voir les sources chaudes avec Karu. Le boss de la forêt a bien travaillé de son côté, et c'est ainsi que ce qu'on appelle les sources de l'insouciance sont prêtes à ouvrir leurs portes. Le boss des tunnels a ouvert un passage reliant Alabasta aux sources thermales, liaison qui est assurée par Pincemi, le crabe des ménageurs. Les sources se font une bonne réputation, si bien que Vivi, reine d'Alabasta, et sa cour arrivent aux sources de l'insouciance. Il y a donc Chaka, Pell, Igaram, Terracotta et même les kung-fu du gong. Gedatsu est très fier d'être un gardien de la mer bleue, mais il se rend compte plus tard qu'il a confondu mer bleue et source chaude depuis le début. Malgré cela, les sources sont étendues sur l'ensemble de l'île. Avant de trouver Barbe Noire, Ace était évidemment à sa poursuite. Et saviez-vous qu'il s'est passé beaucoup de péripéties avant d'enfin le trouver et de se passer tout ce que vous connaissez? En effet, après sa rencontre avec Luffy et son équipage, Ace poursuit ses recherches sur l'endroit où pourrait se trouver Marshall Ditich. Il se retrouve dans un village où, comme à son habitude, il mange dans un restaurant sans payer. Tout ça en recueillant des informations. Il trouve un médecin nommé Barbe Noire, et ressemblant beaucoup à ce dernier. Il l'attaque sans hésiter, mais évidemment il s'est trompé, et cause la colère des habitants du village qui le jettent à la rivière. Heureusement pour lui, il a été sauvé, car ayant mangé un fruit du démon, il était condamné à mourir noyé. C'est une jeune fille appelée Moda qui lui a sauvé la vie, et en retour, pour la remercier, il a accepté de s'infiltrer dans la base navale du G2 pour livrer sa lettre au vice-amiral Komir. Pendant son infiltration, il n'a évidemment pas échappé au repas à la cafétéria de la marine. Cependant, il ne s'est pas gardé son sang-froid, et lorsqu'un soldat dit du mal de Barbe Blanche, il n'hésite pas à le frapper. Plus tard, il se fait passer pour un colonel de la marine et s'infiltre dans la salle de réunion du conseil stratégique de la marine, où tout le monde semblait détester le goût du café, y compris le vice-amiral Komir. Après qu'un navire espion de la marine soit arrivé à la base, le navire a commencé à prendre feu. Ace, à l'aide de ses pouvoirs, s'élance sur le navire afin de sauver les marines et certains documents. Malheureusement, suite à ça, évidemment, son identité est révélée et il est contraint de prendre la fuite. Mais avant ça, il n'a pas failli à sa mission et a bel et bien livré la lettre de Moda, qui est en réalité la fille des cuisiniers de la base de la marine. Après avoir réussi à semer la marine et en ayant dérobé quelques informations sur Barbe Noire, Ace est plus que jamais déterminé à le retrouver et à l'affronter. Tout ce qui se passe ensuite, vous le savez. Voilà pour cette vidéo sur les mini-aventures dans One Piece. C'est cool qu'Oda dessine ça avant chaque chapitre. Ça permet de raconter des histoires sans pour autant l'intégrer dans le manga directement. Il y a encore d'autres mini-aventures que j'aimerais beaucoup vous faire découvrir, alors si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous pour augmenter ma prime. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!